cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine? Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret, by the God of Quality, Africa Group. Africa's Beauty. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Le mois de mars est un mois particulièrement dédié à la femme. Ce soir, nous poursuivons notre série spéciale. Nous allons recevoir les femmes de notre genre. Ce sont des femmes qui portent, ce sont des femmes qui forcent l'admiration, ce sont des femmes qui ont des parcours exceptionnels, ce sont des femmes qui sont à la tête des entreprises. Elles ont plusieurs casquettes. Ce sont des femmes qui se lèvent chaque jour, ambitieuses, bosseuses, qui vont vous parler de leur quotidien. Elles vont revenir sur leur parcours, elles vont vous dire quel genre de patronne, quel genre de boss ladies elles sont, et surtout quel genre de mère, sœur, amie elles sont aussi. Entre la vie professionnelle et la vie familiale, et les à côté, ce n'est pas toujours facile. Comment on fait pour pouvoir concilier les deux? Ce soir, nous perçons le mystère avec nos invités. À tout de suite. T'as vu? Nous sommes déjà en direct. L'instant, c'est à mon tour de parler. Voilà, vous l'aurez certainement entendu. Elles sont impatientes. Elles sont impatientes. Elles sont avec nous sur ce plateau ce soir. Je commence par vous présenter la première invitée, la toute première. J'ai nommé Songué et Sosoa Jeanne. Bonsoir à vous, Madame Songué. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Alors, Madame Songué Sosoa, vous êtes consul honoraire de Sao Tomé-Principe. Vous avez plusieurs casquettes à la fois. Vous êtes aussi chef d'entreprise à la tête de pratiquement 5 entreprises. Vous coachez aussi des gens. Vous faites dans l'assistance, le placement. Vous avez plusieurs choses à faire à la fois. C'est bien cela? Oui. Oui. Alors, déjà, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes, Madame. Mais tout le plaisir est pour moi, Ouais. et l'honneur est pour moi. D'accord. Dites-nous un peu, ce soir nous parlons de vous. On a très peu de femmes qui ont un parcours comme le vôtre. Ah bon? Ça va Enfin, pas? parsemé d'embûches quand même. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas de parcours sans embûche. Il n'y a pas de parcours sans embûches. Ce Ouais. soir, la thématique qui nous rassemble porte sur l'entrepreneuriat féminin et surtout le secret du bonheur. Alors, je vais vous poser une question assez simple. Madame le consul, comment vous définissez votre bonheur? Oh. Mon bonheur, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Mon bonheur, c'est très simple. C'est de me rassurer que tous ceux qui comptent pour moi sont heureux. Voilà. D'accord. C'est vraiment mon bonheur, il est tout simple. Quand je me réveille le matin et que tous ceux qui comptent pour moi se sont réveillés, s'ils n'ont pas de bobo, si ça va, je suis heureuse. Ouais. Voilà. Et vous alors, vous ne pensez pas aussi à vous? Enfin, il y a... Mais mon bonheur, il participe. Hein. Ouais, Il ouais. participe parce que vous voyez que on ne peut pas aimer les autres plus que soi-même. Donc c'est ce que les autres m'apportent. C'est ça, c'est-à-dire que c'est eux qui font mon bonheur. D'accord. Quand je me réveille le matin, je dis ce qui compte pour moi, c'est-à-dire que je ne veux pas me mettre à les citer Tout à ou fait. bien à les catégoriser. Ouais. Mais ce qu'on voit, savoir qu'ils sont heureux, ben, ça me procure beaucoup de bonheur. D'accord. Vous êtes divorcé, vous êtes mère. Ça veut dire Ouais. quand même qu'en plus de la casquette de chef d'entreprise, vous avez une vie de femme, une vie de mère, de grand-mère aussi. Oui, ben, je suis divorcé hein, depuis... nous sommes en 2022. 2022, Madame le consul. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, depuis 2020. Ben, c'est particulier, on divorce pas à 64 ans. Mais moi, j'ai divorcé à 64 ans. D'accord. Donc, ça veut dire que
il y a la vie à tout moment, on peut recommencer à tout moment. Ah ouais, c'est assez rare quand même. Hein. Ouais, c'est assez rare, ouais, ça va. Mais pourquoi Après 40 alors vies, 40 ans de vie. Ouais, des fois, on divorce pour se refaire une autre vie. Mais à 64 ans, c'est possible alors de divorcer. Donc, Bah, bien sûr, Et de parce que je l'ai recommencer. fait, donc c'est possible. vous n'avez pas voulu supporter. Et puis voilà, vous avez déjà 64 ans. Non, mais justement, quand on n'est plus heureux, il faut partir. Ouais. Il faut partir, faut pas faire comme nos grand-mère. Ben, je suis resté là parce que pour vous. Ouais. Bon, les autres font leur bonheur à part et puis vous restez comme ça. Non, quand on n'est plus heureux ensemble, mieux vaut être heureux séparés. Mieux vaut être séparés. Alors, vous n'êtes pas la seule sur ce plateau. Nous avons aussi Cyrine Edref qui brûle aussi l'impatience de parler. Une troisième invitée nous rejoindra tout à l'heure. Madame Audrey Chico, elle est en route, elle va nous rejoindre tout à l'heure. Cyrine Edref, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes administrateur général de Ole Énergie. C'est tellement long votre parcours, madame. Tellement long. Vous avez plusieurs entreprises. Vous avez été élue parmi les femmes les plus influentes. Vous êtes dans un domaine où on trouvait très peu de femmes, notamment le secteur de pétrole et tout, de gaz. Comment vous faites pour vous retrouver dans ce secteur-là? Ben écoutez, merci d'abord pour cette introduction, mais je pense qu'il y a des femmes qui ont fait plus, beaucoup plus. Donc oui, ce secteur a toujours été ma passion depuis que j'étais toute petite, parce que je suis née dans une famille de cadres dirigeants dans le domaine énergétique et pétrolier. Donc mon père qui était cadre dirigeant à la Shell, mon oncle cadre dirigeant chez Total Energies, et puis donc c'était toujours ma passion d'intégrer donc ce secteur qui me semblait être l'apanage des hommes, mais ça m'a donné plus d'envie de l'intégrer, plus de détermination, et j'y suis parvenue. La preuve que c'est pas réservé qu'aux hommes, et que c'est possible pour les femmes d'y travailler. C'est possible pour les femmes d'y travailler. Et de s'épanouir également. D'accord. Vous êtes au Cameroun depuis pratiquement 2 années. Vous avez commencé par Association Total. Vous êtes franco-tunisienne. Vous avez quand même fait le tour de plusieurs pays. Vous êtes polyglotte. Vous parlez pratiquement 5 langues. C'est un véritable atout. Oui. Mais écoutez, je suis une SDF des temps modernes. Ouais. C'est-à-dire que j'adore changer de pays. J'ai fait plus de 60 pays dans le monde, les 5 continents. J'ai travaillé partout, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient, qu'en Afrique. Et j'aime beaucoup épouser, découvrir les cultures, connaître de nouveaux business, de nouveaux moyens de travailler, de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Ça me permet d'apprendre chaque jour. Et il y a des défis tous les jours qui sont à relever. Et puis, c'est ce qui me motive tous les jours. Voilà. Ouais, tous les jours, des défis à relever. Nous parlons ce soir de vous, mesdames, qui êtes à la tête des entreprises. Ce n'est pas une tâche facile pour des femmes, surtout vous qui opérez dans des secteurs très souvent, on a l'habitude de voir des hommes. Vous, particulièrement, faites dans le secteur des hydrocarbures, lubrifiants et autres. J'ai une question. Oui. Alors, est-ce que c'est facile au quotidien de donner des ordres, d'organiser et tout? Est-ce que c'est facile, madame? Dites-nous. Ben, écoutez, moi je pense que ce secteur-là, c'est une passion. Ouais. Ce n'est pas qu'un secteur uniquement pour femmes, pour hommes. Non, non, j'ai dit non. Il n'y a pas un secteur pour hommes. Tous les secteurs, moi je crois à l'égalité des sexes. Donc tous les secteurs, ça peut être aussi bien géré par un homme ou par une femme. D'accord, et peut-être une femme beaucoup mieux qu'un homme, je ne sais pas. D'accord. Donc je suis vraiment pour l'égalité des sexes, pour un avenir durable. Donc je pense que ça a toujours été ma vision. C'est des valeurs que m'a inculqué mon père. Comme nous sommes 3 filles, donc je me suis jamais posé la question pourquoi est-ce qu'un homme devrait avoir plus qu'une femme, parce que pour moi c'était quelque chose d'évident, cette égalité, elle était, je suis née avec, c'est inné. Ouais. Je vais vous poser une question. Quel souvenir gardez-vous du lycée El Menzassis? Alors, quel souvenir? Bon, écoutez, un super souvenir où j'ai toujours des amis. Écoutez... Vous vous rappelez de vos jeunesse? Là, vous avez fait votre 6e et tout. Exactement, en ça Tunisie. s'est très bien passé, oui.
écouté des moments formidables où j'ai rencontré des jeunes filles comme des garçons sympas. Vous êtes Je me toujours en rappelle contact? de nos sorties cinéma, les films Le Cercle des Poètes Disparus, donc de nos week-ends, de nos booms, de nos examens, D'accord. tout ça, c'était très bien. Vous êtes toujours en contact avec vos camarades de classe, vos amis d'enfance, Madame Dreff? Oui, certains d'entre eux. Et pas comment ils tous. vous regardent Ben écoutez, certaines d'entre elles sont également chefs d'entreprise, d'autres sont entrepreneurs, d'autres sont maîtres de conférences dans des universités. Chacun ou chacune a son rôle dans la société. Alors, quelle est votre particularité, votre force? Vous êtes quand même parmi les 100 femmes les plus influentes. Donc, on voudrait bien savoir d'où vous puisez votre énergie. Écoutez, être parmi... D'abord, c'était un honneur pour moi d'être élue comme parmi les 100 femmes les plus influentes du secteur énergétique et pétrolier en Afrique. Oui, c'est un travail, c'est le fruit de 20 ans de travail, de sacrifices, de défis, aussi bien dans le secteur amont qu'aval de pétrolier. Je pense que c'était pas... On a eu beaucoup de défis, on a eu beaucoup de challenges qu'on a relevés tête haute. Je me rappelle de mon expérience au Sierra Leone où je suis partie, où 9 hommes, ils avaient refusé le poste. Et j'ai dit oui, pourquoi pas ce challenge. C'était en plein Ebola, où il y avait tous les expatriés, ils partaient du pays. Et puis je me suis dit, bon, j'ai accepté, mais est-ce que j'ai fait... j'ai pris la bonne décision, mais finalement, j'ai pas du tout regretté. Parce que j'ai assuré à la filiale que je gérais un développement pérenne de ces activités. Et c'était une filiale qui dépendait d'un business B2B, c'est-à-dire d'entreprises de consommateurs, alors que les miniers, tous ces consommateurs, ils partaient. C'était des expats, ils rentraient tous chez eux de peur de la pandémie Ebola. Et donc, on a investi dans les stations-service, dans le réseau, et donc, c'était un développement pérenne. Ouais. Donc, je pense que là, j'étais à Paris, il n'y a pas longtemps. J'occupais le poste de Business Development Manager, de directeur mine et industrie. Et j'ai décidé de quitter ce poste-là. J'étais à Paris, ma mère m'a dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu pars en Afrique faire? Tu es à Paris, tu as tout ce qu'il te faut. Bah écoutez, j'ai dit, bon, allons-y pour le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Bah écoutez, pourquoi le Cameroun? Parce que ça me tentait de quitter l'Europe pour l'Afrique, parce que ça donnait plus un sens à ma vie. On peut plus donner aux autres, on peut plus se sentir utile. On peut plus s'auto-accomplir, je dirais. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner, qui aime beaucoup, qui a une vie qui s'enrichit beaucoup du contact des autres. Et je pense que en Afrique, les gens le ressentent, l'apprécient et te le rendent bien. Et donc, j'ai accepté le Cameroun et je ne vous raconte pas le défi qui était derrière le Cameroun, parce que c'était une compagnie qui était vraiment en difficulté. Presque en faillite, je dirais, et qu'on a redressé en 2 ans, voilà. Via une restructuration, via des décisions difficiles. Mais comme on dit, on ne connaît un bon marin qu'en période de tempête. On ne connaît qu'un bon marin, on reconnaît qu'un bon marin qu'en période de tempête. Merci à vous, Madame Dreff. Permettez qu'on présente notre 3e invitée sur ce plateau, Audrey Chicot. Bonsoir. Comment allez-vous, Madame? C'est pas grave. On leur avait déjà dit que vous allez nous retrouver. Donc je pense qu'ils sont quand même contents de vous voir. Je suis contente de voir mon frère ce soir. Bonsoir. D'accord. Alors, ça va? Sinon, vous avez passé une bonne journée, Madame Chicot? Oh, un peu rude. Un peu rude. Je m'en sors. Vous vous en sortez toujours. Elle ressemble à quoi vos journées? Là, je vous prends à la vue, je suis. Alors, mes journées ressemblent à quoi? Alors, quand on est une femme dans l'industrie, la fabrication mécanique, la maintenance industrielle, secteur tout à fait. Tout à fait, totalement masculin. Avec une entreprise à Abidjan, une entreprise en RCA, un bureau à Moscou,
et un bureau à Douala, et l'usine à Douala et un bureau à Yaoundé. Je peux vous dire que ce n'est pas de tout repos parce que déjà, moi je fais du télétravail depuis pratiquement 8 ans. Donc, moi, mes habitudes n'ont pas beaucoup changé. Où que je sois dans le monde, c'est ça, je gère mes entreprises de là où je suis. Et je peux vous dire que, surtout en ce moment, c'est carrément la folie. Toutes les entreprises sont en panne et tout le monde est dans l'urgence. Il faut gérer tout le monde, mais il faut prendre la bonne décision. Qui perd plus d'argent, et ainsi de suite. Et c'est à nous de décider cela, et ce n'est pas une chose. D'accord. Madame Chico, vous êtes mariée, mère d'enfants, et vous êtes fondatrice de MSMI, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. Vous l'avez créée en 2003. Vous êtes revenu de la France avec votre famille. Alors, on a envie de vous demander comment vous faites pour vous retrouver dans ce secteur-là. Déjà, vous êtes une unique femme, c'est un secteur, c'est assez incroyable quand même. Les femmes, ça ne parle pas trop tout ce qui est mécanique et tout. C'est vrai que quand on a, dans nos recherches quand même, on voit que dès le départ, quand vous étiez jeune, vous avez intégré la maison Chico, c'est là que vous avez rencontré votre mari, et puis, mais on voudrait bien savoir, quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez quoi comme rêve? Vous souhaitiez devenir quoi? Voilà, vous avez toujours voulu percer le mystère des challenges, c'est-à-dire des domaines qui marqueront, des domaines. Quand j'étais jeune, je savais une chose. D'accord. C'est que j'allais écrire mon nom en lettres d'or. D'accord. Que je devais le faire. Et je vous dis au passage que je suis santariste. Donc j'ai été bercé par le santarisme quand il est décédé. Ça m'a beaucoup choqué. Mais le déclencheur, le vrai déclencheur, parce que je n'ai pas rencontré M. Chico en France, non. Le vrai déclencheur, c'est que je travaillais dans une entreprise et qui livrait un peu de tout, sauf ce qui est masculin. Et un jour, je demande pourquoi il n'y a pas, il y en a plus de chez moi en plus, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les ateliers par contre, et ils se retournent tous, ils me regardent comme s'ils sont tu sais, ils me disent, il n'y a pas de place ici pour une femme. Je dis, ah bon? Pourquoi? Parce que c'est ah bon. D'accord. Et à partir de ce jour, j'ai décidé que j'allais, moi, entrer dans ces ateliers et me donner le défi de donner les ordres à ces messieurs. Vous aviez à peine 18 ans à ce moment-là. Ah non, là j'avais déjà, là on parle déjà de mes 23 ans. Parce que j'ai commencé un peu plus tôt, j'ai commencé à travailler tôt. J'ai arrêté les études après le bac, après j'ai fait... Le bac que vous avez obtenu en Centrafrique. En Centrafrique. Tout à fait. Voilà. Et après, mon père, limite, on a eu un deal. Hein? Bon, tu travailles, mais tu continues quand même en capacité en droit. Ce que j'ai fait. J'ai fait les deux. J'ai jamais terminé la capacité en droit d'ailleurs, il me restait 3 matières. Mais j'ai toujours su que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. D'accord. Je devais être mon propre employeur. Et c'est pour ça quand je suis montée en France, tout de suite je me suis mise dans le bain de la Chico AMI. Quand je rencontre M. Chico, je sais que non, là c'est mon destin. C'est sûr parce qu'il est ingénieur en fabrication mécanique, maintenance. Et c'est un ingénieur très brillant. Et là, je suis sûre que c'est mon destin. Et après, on part en France et je m'appuie sur ces formations-là. Je continue avec les formations techniques principalement, à la Chico AMI. Ça a été plus facile pour moi parce que quand j'arrive en France, mon mari, lui, il aurait souhaité me détourner de l'industrie pour que je puisse faire dans la comptabilité, parce que c'est ce que j'avais appris. Et lui aussi, j'ai dû faire un deal. Donc, je lui ai dit, ok, je fais du droit, je fais de la comptabilité en fiscalité, mais je travaille aussi en juridique. Il m'a dit, si tu peux le tenir, c'est bien. D'accord. En fait, ma vie a toujours été comme ça. Des deals. Challenge. Et vous les avez tous remportés. Toujours. Très bien. On va permettre quand même, on va régler d'autres détails. Je reviens vers vous, Madame Dreff. Bon, vous savez, c'est là quelques jours encore, on a célébré la 37e édition du 8 mars. Et on parlait de l'égalité de chance et l'égalité des sexes pour un développement durable. Vous en pensez quoi? Quelle est votre conception? Vous avez célébré cette journée-là ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Quand je dis nous, c'est Ola Énergie. Et on a décidé cette année de penser, donc de promouvoir l'entrepreneuriat féminin lors de la Journée internationale de la femme. Et
l'a fêté le 5 mars, en prélude à cet événement. Qu'est-ce qu'on a organisé? On a organisé un événement au GFN Center, qui est l'unique centre de formation université qui est agréé par Google et qui a un incubateur donc, qui regroupe les jeunes femmes entrepreneurs, les projets innovants, les startups, justement, et on a décidé de faire une journée complète qui va parler de la thématique inclusion-diversité, 4 ou 5 workshops pour accompagner les femmes entrepreneurs. On a essayé de réunir près de 200 femmes entrepreneurs qui ont été formées sur la création d'entreprises, les statuts. Il y avait même la représentante, la déléguée régionale du ministère des PME. Il y avait également Afriland qui était représenté pour les microcrédits. Donc on a accompagné par la formation, par l'accès au financement, ces femmes-là, pour justement dynamiser et agrandir leur business, d'une part. D'autre part, il y a eu une exposition vente pour les femmes entrepreneurs où il y avait plus de 60 exposantes du Café Women Entrepreneurship, qui, les meilleures d'entre elles, ont pour vendre leurs produits dans nos stations, au sein de nos stations, du Made in Cameroun, fait par des femmes. D'accord, nous revenons à vous, Madame Chico. Donc, votre vie n'a quitté challenge. Votre prochain challenge, c'est lequel? L'industrialisation du Cameroun. J'en profite parce que j'en parle du Made in Cameroun. Tout à fait. Alors, je pense que tout le monde sait, parce qu'en fait, dans ce pays, quand le projet a déjà été mûri par quelqu'un d'autre, c'est facile après de le reprendre et puis de dire, voilà, nous on fait ceci. Je tiens déjà à rappeler que le Made in Cameroun, j'ai investi en tant que secteur privé dans le Made in Cameroun. Et je me rappelle quand je commençais à l'époque, tout le monde m'avait dit, mais ça ne va pas marcher. Je leur ai dit, mais c'est que vous ne me connaissez pas, ça va marcher. Et ça a marché mieux que je ne le pensais. Et après, je l'ai retourné à l'État. Donc, je suis contente que d'autres personnes prennent le relais parce que c'est quand même beaucoup. Mon prochain challenge, c'est quoi? C'est l'industrialisation. Le plan directeur d'industrialisation. Parce que j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus, avec le gouvernement, bien sûr. Le Made in Cameroun, en fait, quand je le fais, c'est le socle. Sans Made in Cameroun, l'industrialisation ne se fera qu'avec des sociétés multinationales et ce n'est pas une industrialisation pour ce pays-là. Donc, mon challenge actuel, c'est de passer à l'acte pour ce qui est de l'industrialisation, donc du BDI et du SND 30, qui est en réalité l'outil de déploiement. À côté de ça, je voudrais également que beaucoup de femmes, de jeunes femmes ingénieurs, arrêtent de penser à travailler dans les bureaux, à être employées, parce que les femmes dirigeantes ont quand même beaucoup plus de dextérité, en fait. Quand elles dirigent quelque chose, elles mettent tout leur cœur dedans, et elles ont quelque chose à laisser, parce que c'est nous qui maternons. Donc on a quelque chose à laisser, du coup on se donne à fond, de manière générale, et j'aimerais dire que madame et ce soir ici présente, ce sont des femmes qui m'ont énormément épatée, en fait. Bien que pas dans le domaine homme, je lui ai toujours dit ça. Il y a madame Foni, à qui vraiment je la respecte encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de cas, je le dis, j'ai même la chair de poule. Il y a elle, à chaque fois que j'ai eu des difficultés, parce que je suis passé en 2 minutes par des difficultés terribles, parce que mon entreprise est à 100% camerounaise. Vous imaginez donc une entreprise qui est classée stratégique, eux ils savaient déjà qu'elle allait être classée stratégique, et qui va donc normalement gérer l'industrialisation. Je suis passé par des coups où à des moments, en 2008, je me disais je vais laisser tomber. Et elle me disait non. Waouh. Non, tu ne justement parce que des années après, en 2014, votre entreprise est classée 6e sur plus de 900 autres entreprises qui opèrent dans le même secteur mondial. Et ça, c'est reconnu par l'ONUDI, par l'Organisation des Nations Unies, le niveau de développement industriel. Moi-même, à en croire que vous sortez de loin. Et je me rappelle 2 jours après, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Elle me dit, tu vois, je t'ai dit, continue. Toi, tu es celle qui bouscule les portes. Bouscule. Et donc, elle avait la quand
mon entreprise. Après ça, j'ai compris. J'ai pris tous mes employés. Je leur ai dit, mais vous avez vu ce classement? Ça veut dire que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Et ça a dopé tout le monde. Dernièrement encore, à la journée africaine de l'industrialisation, toujours par le midi, mon entreprise a encore été reconnue comme un exemple pour l'industrialisation de l'Afrique. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de prix. Je disais à Guillaume toujours, les prix, les plateaux d'ailleurs, vous savez. Tout à fait. Vous savez quelque chose. Ah ben oui, j'en sais quelque chose, Madame Chico. Hein. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Mais vous inquiétez pas, elle est là. Plus de 70 salariés, chiffre annuel sentiment de près de 600 millions de francs. Plus, parce que Plus. En 2008, avant que je commence à avoir les problèmes, je tutoyais le milliard. Après ces problèmes-là, je dis, madame, on a quelqu'un, un témoin qui est sur Qui peut, ouais. très bien. Je suis redescendue à 320 millions avec un endettement de 388 millions. Wow. Et c'est là où la banque me lâche parce que je refuse d'ouvrir le capital à certains pays étrangers. Parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi ils veulent tant cette entreprise? Les Chinois m'ont proposé 5 milliards. À un moment donné, c'est comme ça que la présidence m'appelle donc pour me dire, mais c'est quoi cette entreprise? Pourquoi tout le monde veut cette entreprise? Et tout part donc de là et ça prend. Mais jusque-là, bon, je me débrouille. Quand j'ai des soucis, j'appelle ma grande sœur. D'accord. Alors, il y a ça, c'est-à-dire il y a ce côté qui est assez intéressant. Si vous militez pour l'intégration de la femme dans ce secteur-là, parce que justement, vous sentez que les femmes, elles ont beaucoup à donner. Beaucoup. Énormément. C'est-à-dire que je suis même actuellement, j'ai un challenge. Si j'échoue celui-là, je pense que je ne vais pas m'en remettre parce que je voudrais que le ministère, au-delà du fait que déjà la formation est très très mauvaise au Cameroun actuellement, parce qu'on n'a pas de plateau technique. Mais les seules filles qui acceptent d'aller loin et de choisir des métiers, par exemple des mines, du pétrole, pétromines, des mines et tout ça, on les amène à vouloir faire pour leur sortie, à présenter des projets sur le management d'entreprise. Ça n'a pas de sens. Vous allez former une jeune femme en mine. Moi, quand elle vient, je l'ai vu 3 ans en stage chez moi, elle est en train de préparer un appareil, un appareillage qu'elle seule connaît parce que c'est une technologie qui est en train de nouvelle. Vous voulez lui donner une thématique qui n'a rien à voir avec ce qu'elle fait? Non. C'est non, et j'ai écrit au ministre de l'enseignement supérieur, j'ai écrit au ministre des enseignements secondaires, et j'ai écrit au ministre de la formation professionnelle pour leur dire, écoutez, là où nous sommes en train d'aller, on a 2 choses. Première chose, il va falloir que vous fassiez des statistiques pour savoir combien de filles ont la volonté, créer même cette passion chez les filles pour faire la technique. En second, démontrer à ces filles par A plus B que quand on sort de l'école, on n'est pas obligé d'être employé. Moi, c'est ce que je dis aux miennes quand elles sont chez moi. Je leur dis, vous avez au maximum 5 ans pour économiser de l'argent et après, vous allez ouvrir, même si c'est pour devenir d'abord sous-traitant chez moi avec un seul client, vous allez le faire. Donc, et je milite, en réalité, quand on regarde le pays du Cameroun, il est fait de quoi? 70% de femmes et de jeunes. 70% de femmes et de jeunes. Et je pense que c'est pour ça que ces messieurs s'en foutent. Ils ne veulent pas le lever parce qu'ils se disent qu'après, les femmes vont lever la tête, on ne va plus respirer dans ce pays. Non, messieurs, nous sommes là pour vous aider. Moi, en tant qu'Africaine, je ne milite pas pour l'égalité, mais pour la complémentarité homme-femme. Et je leur dis, seuls, ils ne peuvent pas aller loin. Ils ont besoin de nous. D'abord, nous sommes plus nombreuses. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. Jeanne, et ce soir, nous revenons vers vous. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi plusieurs casquettes à la fois. Des entreprises à gérer, vous faites dans le placement de personnel, vous accompagnez plusieurs entreprises dans divers secteurs.
Vous avez été la toute première femme à être directrice des ressources humaines dans une entreprise multinationale, ce qui fait de vous vraiment une grosse particularité, d'ailleurs ce qui force l'admiration. Dites-nous un peu, quel était votre point fort? C'est quoi votre secret? Mon secret, c'est le travail. Vous savez, le travail, la maîtrise du travail. La maîtrise du travail. Ouais, la maîtrise mais on du apprend travail. chaque jour, Madame le Consul, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour et puis il faut savoir maîtriser les secteurs. C'est-à-dire que quand vous êtes appelé à gérer quelque chose, il faut étudier et maîtriser. Donc pour la petite histoire, quand j'arrive à Sodexo en 92, on me fait faire un concours ici à Paris et quand je rentre, Après avoir obtenu votre DSS en diplomatie. mais ça, c'est après avoir travaillé aux affaires étrangères et puis à la délégation du plan ici. Tout à fait. Mais après avoir travaillé dans le gouvernement. Tout à fait. Et à cause du mariage, je n'ai pas pu continuer dans la diplomatie. D'accord. Et j'ai été obligé de revenir à Douala parce que mon mari, lui, avait trouvé du travail à Douala. Donc je suis versé à la délégation du plan de management territoire. Vous avez 29 ans à l'époque. Pardon? Vous aviez 29 ans à l'époque. J'avais 9 ans à l'époque. Quand vous êtes rentré. Et il n'y a pas d'antenne du ministère des Relations extérieures. Donc je suis obligé d'aller dans un autre ministère, mais je ne regrette pas. D'accord. Parce que partout où vous êtes, il faut prendre de l'expérience. Parce que ce n'est pas un hasard que vous êtes. On est ici aujourd'hui. On va prendre quelque chose de ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc moi, partout où je suis passé, j'ai pris de l'expérience et puis ça m'a aidé plus tard. Mais quelles sont... Ma connaissance un peu de l'administration camerounaise m'a aidé à gérer à Sodexo. Mais Madame le Consul, première femme noire à occuper un tel poste, forcément. Comme ça, parce que Sodexo, comme toutes les multinationales, quand ils venaient, c'était des expatriés qui étaient à des postes très importants. Et moi, j'avais mon bagage, j'avais quand même un DSS obtenu en France. Tout à fait. Donc quand j'arrive à Sodexo Cameroun, on me fait passer un concours, j'ai le concours, et on me dit, vous allez être chef du personnel. C'est d'ailleurs archaïque, chef du personnel. Bon, M. Fabien, il me dit, mais vous allez faire comment pour gérer tous ces hommes? J'ai dit, vous croyez que c'est un problème de muscle? C'est pas un problème de muscle. Je connais mes textes. Je gère avec les textes de loi. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Je connais le droit français, je connais le droit camerounais, donc je vais les gérer. Vous les avez gérés comment? Bon, il y a les textes, c'est vrai, mais après, quand même, il y a des réalités sur le terrain. Non, il y a des réalités sur le terrain. Ah, mais dis-nous alors comment vous faites? Moi, j'ai été allé sur les plateformes. J'ai dormi sur les plateformes, Ebomé, comment on appelait, FC Reca, Perten, j'ai dormi sur toutes ces plateformes. Je faisais un travail où le offshore manager m'enfermait dans ma cabine parce que pour ma sécurité. Donc, quand je dis je gérais, ça veut dire que c'est pas une question de rapport de force. Vous êtes à un poste, vous maîtrisez votre poste. Mon poste, c'est quoi? C'est-à-dire que la loi du travail du Cameroun, c'est cette loi que j'applique à 800, 900 employés. Et comment est-ce qu'ils sont réceptifs? Comment ils vous regardent? Comment ils réagissent? Au départ, on voit une fille, quand j'arrive à Sodexo, je ne sais plus quel âge, on voit une fille qui vient... toute jeune et tout. On dit vraiment que c'est Sodexo pour nous prendre là. Oh là là. Elle va faire quoi? Elle croit qu'elle peut nous gérer et tout ça là. Moi, je prends mon calme. Comme j'avais dans mes sacs à bière, je lui ai monté mon bic. Et mon code du travail, c'est ça qui va les gérer. C'est pas, on ne peut pas bagarrer. Donc, je vais sanctionner quand il faut sanctionner. Je vais donner du mérite quand il faut donner du mérite. Je vais appliquer tous les textes. Et d'ailleurs, comme ça que j'ai pu gérer et le Nigeria et la Guinée équatoriale. C'est moi qui installe Sodexo en Guinée équatoriale. Donc, quand j'installe Sodexo en Guinée équatoriale, et puis il y a un incident. Je m'occupe en même temps du juridique, je suis juriste. Je m'occupe un peu du contentieux. Et un jour, on était en pleine discussion, on est à Paris, on avait ce qu'on appelle les comités une fois par an. Tous les cadres se retrouvent, on prend un ou deux cadres à Madagascar, au Cameroun, partout on se retrouve, c'était à Saint-Quentin. Ensuite d'abord on fait des choses. Puis on commence à discuter, puis je demande au directeur africain. Je regarde partout là, je ne vois aucun. Tous ceux qui sont assis dans le directeur. J'ai regardé mes diplômes, regardez le diplôme de mon DG.
Il dit ça, je dis, bon, il me dit, pourquoi vous décidez, mais moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de directeur et mon directeur qui m'aimait beaucoup, Monsieur Leblanc, un bon breton, il me dit, Jeanne, j'ai dit, maintenant, mais je pose ma question. On a dû poser toutes les questions qui posent ma question. Pourquoi il n'y a pas de directeur noir africain à Sodexo? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous n'envoyez pas des... Moi, je voyais parce que je voyais d'autres sociétés, comme Shell, comme... Il y avait des directeurs. Il n'y avait qu'à Sodexo, Gabon, Congo, tout ça, il n'y avait aucun... Donc, ça a dû créer quelque chose en vous? Oui, quand on revient de là, le directeur me fait d'abord, me secoue un peu, et bon, on se boude un peu pendant 2 ou 3 jours, je ne suis pas contente parce que d'abord tous les mercredis je prends l'avion, je vais à Malabo, après Malabo je vais à Port-la-Cour, au Nigeria, je vais travailler, après je vais à Port-Gentil et je reviens chez moi le dimanche. J'ai fait tout ça pendant 3 ou 4 ans et je ne vois pas d'évolution dans mon salaire. Et puis un jour, le directeur me dit il y a un remaniement en Afrique. Et un remaniement, on nomme des gens, bon, je fais l'élimination des gens et tout ça. Je rentre. Le soir, quand je reviens le matin, vous apprenez? Je trouve les gens au bureau du DG et tout ça. Dès que les gens disent bonjour madame, le directeur des ressources humaines. Ouais. Enfin, il y a un directeur à la peau noire. Donc le directeur me D'accord. D'accord. Un autre Paris a envoyé, j'étais DRH officiel de Sodexo Cameroun, Sodexo Guinée équatoriale et tout ça là. Donc c'était bon. Et ce qui m'a plu, c'est qu'après moi, il y a eu beaucoup de directeurs africains qui ont été nommés. Ça a révolutionné quelque chose. Et j'en suis fier aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, elle ne parle pas que travail. Mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. En deuxième partie, ce sera encore assez intéressant. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Bon, pour moi, être chef d'entreprise n'est pas un problème. Hein? Le truc, c'est qu'il faut que chaque femme respecte les clauses du mariage. Parce que l'éducation des enfants dépend beaucoup plus de la mère. Le père peut être dans ses multiples voyages. Et puis là, ça ne cause pas de problème. Or, l'éducation des enfants doit beaucoup dépendre de la mère parce que la nounou ne peut pas prendre soin des enfants comme leur propre maman. Et la mère doit aussi ancrer, en tant que chef d'entreprise, elle doit aussi ancrer à la maison aux heures tardives quand les enfants dorment déjà. Vous voyez un peu. Et du coup, ça va causer un problème sur l'éducation des enfants. Et les enfants ne seront pas bien suivis. Ils seront toujours délaissés. Pour moi, être chef d'entreprise n'est pas un problème, mais le problème c'est de respecter les clauses du mariage. Pour moi, peu importe le sexe n'a pas d'importance. Le plus important, c'est la gestion. Du moment où elle a le niveau requis par rapport aux attentes de la société ou de l'entreprise, je pense que le reste, c'est le détail. Donc, il n'y a pas de souci dans ce sens, que ce soit femme, que ce soit homme. Bon, de ma part, je pense que la femme, c'est plus compréhensif. Parce que là, avec elle, je pense qu'on est mieux compris et la tâche est plus facile à accomplir. Avoir la femme comme boss, déjà, elle a d'abord le sens de maternité, le sens de compréhension. Bref, la compréhension est plus élevée par rapport à l'homme, plus que, bon, à un moment donné, l'homme doit être tellement exigeant. Par contre, avec la femme, je pense que la communication est plus fluide. Je préfère la gestion d'un homme dans une entreprise parce que l'homme a moins de charges dans le foyer que la femme. Parfois, l'homme part en mission, il peut faire les 3, 4, 5 jours, mais pourtant la femme ne peut pas abandonner les enfants à la maison pour aller faire les 3, 4 jours, une semaine en mission. Moi, je pense que c'est là mon point de vue. Parce que l'éducation des enfants dépend à 80%, 70% de la femme. L'homme vient seulement compléter. L'homme vient seulement compléter dans le foyer. Pourtant, la femme est constamment avec les enfants, elle est toujours constamment les enfants, elle est toujours constamment avec les enfants à la maison. Non, la nounou, avec ce qu'on voit dans les télés, ce que la nounou fait aux enfants, c'est pas conseillé même trop de laisser trop les enfants à la nounou ou d'abandonner trop les enfants à la nounou. I choose a woman because a woman can run an enterprise better than a man. A woman knows economy more than a man. A man is created in God's image and he has all the authorities, all the power that God has given him. But in certain ways,
he cannot do like a woman, because the woman is a calm human being that can take care, that can do economy more than a man. Moi, je n'ai aucune préférence au niveau de la gestion entre l'homme et la femme. Vous savez, monsieur, avant, on prenait la femme en arrière-plan en disant que la femme ne peut pas promouvoir pour monter son savoir-faire. De nos jours, vous allez trouver les femmes pilotes, vous allez trouver les femmes qui font un peu près dans beaucoup de domaines. Donc, je me dis, la femme veut se faire démarquer par son savoir-faire et veut s'intégrer dans la société pour pouvoir montrer en fait son talent et son savoir. Évidemment, c'est le rendement qui m'intéresse encore parce que la femme, elle est très stricte au niveau du travail et au niveau du rendement. Quand une femme en fait, prend une tâche à faire, elle s'assume et à vouloir bien faire. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous déroulons le tapis rouge vos chefs d'entreprise et elles nous définissent leur bonheur. Madame Chico, alors à part le travail, les voyages, les téléconseils, téléconférences et autres, comment vous organisez encore votre quotidien? À quel moment vous prenez soin de vous? À quel moment vous êtes disponible pour ceux qui vous sont chers, des amis, la famille, les messieurs, les enfants et tout? Quel genre de femme vous êtes, Madame Chico? Il faut dire que la journée a 24 heures. Hein? Ouais. Donc, après le travail, c'est une barrière que j'ai mise. Dès que j'entre, il y a une particularité, c'est que M. Chico est mon employé. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Donc, quand j'entre à la maison, dès que j'ouvre la barrière, je redeviens Madame Chico, épouse et mère, sœur et tout ce qu'on veut avec. Ouais. Et systématiquement, je ne sais pas comment, même là, vous voyez, je parle plus, j'ai plus de douceur dans mon parler quand je parle déjà du côté familial. J'ai une théorie que je n'ai jamais voulu laisser tomber, c'est que la femme a décidé de travailler et cela ne doit pas lui enlever, surtout la femme africaine, le caractère de ministre de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il est hors de question que mon mari organise ma maison. Ça veut dire, même si je dois partir pour 2 mois, il m'est arrivé de faire des repas pour 2 mois et mettre dans les congélateurs pour qu'il ne reste que réchauffé. Wow. Et c'est de même, je fais de même pour la famille. Je pense, je dis, j'ai un témoin sur le plateau. Donc, elle ne va pas faire des témoignages ici. Donc, je dis, quand je dis ça, à des jeunes même qui sont juste cadres dans des entreprises, elles me disent non, je suis fatiguée. Je dis non, si tu perds la main en tant que ministre de l'Intérieur, tu as tout perdu parce que ça va te désorienter aussi au niveau de l'entreprise. Maintenant, si tu perds la main, perds-la définitivement, comme ma grande sœur a fait, tu la perds définitivement et hop, allez, on n'en parle plus. Mais j'espère que je ne vais pas la suivre dans ce chemin-là. donc je m'occupe des enfants. Vous imaginez, il faut les habiller. Mon mari ne sait même pas où se trouve une boutique, même pour lui-même. Oh là là. Alors, il faut organiser. Je mets tout à leur disposition. Comme là, je vais partir. Je suis en train de faire les courses, même quand je suis malade. Je mets tout à leur disposition. Être marié à un blanc, il y a beaucoup de filles qui applaudissent là dehors. Mais j'ai un blanc babimbi qui, lui, ne classe même pas ses chaussettes. Oh là, même pas ses chaussettes. Oh, ça, je vous assure. Et j'aime ça parce que j'ai vu mon père le faire toute ma vie. Oui. Et donc, pour moi, je trouve ça normal. C'est quelque chose pour moi. Je sais que ça peut choquer beaucoup de gens, mais je trouve ça normal. C'est pas parce qu'il est blanc que s'il a voulu épouser une Africaine, c'est parce qu'il voulait épouser la culture africaine. Et quand il vient épouser une Africaine et qu'il se retrouve encore avec une Française à la maison, il va se dire, mais pourquoi j'ai épousé une Africaine? Moi, j'ai épousé une Africaine pour me la couler douce à la maison. Alors. Mais il faut faire attention, il bosse énormément. D'accord. Ce type donne énormément pour le Cameroun. Donc, moi aussi, je donne. Mais physiquement, c'est pas le même. C'est pas la même chose. Donc, je lui laisse. Mais je ne peux. Il est hors de question que le jour que je vais perdre la main du ministère de l'Intérieur chez moi, dans ma maison, alors là, ce sera foutu. Alors, j'ai tout de suite envie de prendre à chaud la réaction de... Oui, allez-y. Allez-y, madame. Bien sûr, allez-y. Madame Chico, Audrey, comme je l'appelle ma petite soeur,
Elle a parlé de quelque chose au début de son, que j'aimerais bien relever ça. D'accord. C'est très important. Dites-nous, madame. Parce qu'on est chef d'entreprise aujourd'hui, nous sommes des modèles. Nous avons un travail de coaching. On a un travail de motivation. Motivation parce que la période dont elle parle, elle avait vraiment besoin d'être coachée, motivée, gronder comme un bébé et vraiment pour que après les pleurs, elle remet son tablier et puis elle recommence. Donc c'est quelque chose que nous, les chefs d'entreprise, nous les aînés, on doit apprendre à faire, c'est-à-dire à être comme ça pour les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser nous admirer, et comme on dit, mais vous êtes arrivés, comment vous avez fait? Je peux dire, ce n'est pas un miracle, mais parce que j'ai fait comme ça, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai eu des coups, j'ai pleuré, j'ai ri. Vous avez pleuré, madame? Mais bien sûr que j'ai pleuré. Mais racontez-nous un peu, il y a eu des fois où ça a vraiment fait mal. Mais il y a des fois où j'ai pleuré. Vous laissez votre bébé qui après un an, vous allez travailler à Malabo, vous laissez votre époux et vous ratez un avion. Vous pleurez. Ah mais même moi elle a pleuré. Voilà. Tu pleures. Vous vous faites braquer par des bandits avec votre DG. Mais vous pleurez. Vous avez la mort. Hein? Vous avez risqué la mort. Oui, pour le travail. Et sans compter les frustrations de famille, sans compter les frustrations de ceci, mais vous pleurez. Et maintenant, même dans parce que la gestion des ressources humaines, c'est le métier le plus ingrat. Parce que, vous savez, les personnes pour lesquelles vous battez, vous vous rendez compte que c'est eux qui vous donnent des coups de bâton. Mais vous devez continuer. Vous devez continuer. Donc, moi, je dis aujourd'hui, vraiment, si j'avais un métier à faire aujourd'hui, c'est de coacher les jeunes. C'est-à-dire que de leur dire, mes amis, mes jeunes soeurs, mes filles, c'est le travail qui compte. C'est-à-dire que travaillez. Travaillez, n'attendez rien, n'attendez pas la facilité, il faut travailler. D'accord. J'ai envie de prendre, je voulais prendre cette réaction chaude de Madame Trèfle quand Madame Chicot parlait de la façon dont elle gère sa vie de famille, ministre de l'Intérieur, elle tient à faire les repas pour monsieur. Vous semblez assez surprise, Madame Trèfle, du coup on a envie de savoir. Et vous alors, vous vous organisez comment? Dites-nous quel genre de femme vous êtes, Madame. Moi je suis amoureux de travail. D'accord. Voilà, je passe beaucoup de temps dans mon bureau. Je ne compte pas les heures. Je ne suis pas du tout un bon maître d'intérieur, comme elle dit. Je délègue. D'accord. J'ai du personnel qui s'occupe de ça, je pense. On s'occupe bien de moi, la vérité. J'ai des personnes qui occupent donc de temps à autre, je cuisine. Ça me fait plaisir le week-end. Mais non, c'est des tâches que je délègue. D'accord, à part le travail, vous faites quoi quand vous voulez vous faire plaisir, changer d'air? J'organise des petits dîners entre amis. Je fais des séjours, très souvent je vais à Créby. J'adore, donc la nature, me mêler à la nature, et puis me baigner, bronzer, profiter du bon poisson crébien, de la nature. Et puis il y a ce petit truc là, vous avez oublié, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis vous aimez beaucoup chanter. Oui, j'ai pas une belle voix, mais ça... Vous chantez quoi? Chanter, j'adore tout ce qui est... Je chante tout, hein. Que ce soit des chansons françaises, des chansons de la soul, de la Aretha Franklin, toutes sortes de musique, j'adore ça. Et si vous demandez chanter? Ah non. Moi je veux bien. Vous avez dit qu'elle veut bien que vous chantez. Vous voulez bien chanter, là. Vous voulez chanter? Non. Vous chantez. J'ai eu un studio, l'un des plus grands studios d'enregistrement du Cameroun. J'ai un label. Mais dis donc. Musical. On l'a dit tout à l'heure. Elles ont plusieurs casquettes. Alors, je vais prendre peut-être Armand Billac. Non, Armand Billac, si tu vas être trop contente. Alors, je vais prendre du Bendika. Voilà. D'accord. Alors, Nabelewa, Nadutawa,
na wembe malongo mongo ponso ate nini wenge andola mio wingisa metone. J'ai envie d'entendre Madame le Consul aussi. Madame le Consul oui. a un talent, elle sait danser. Ah non, tout de suite, vous n'aimez pas voulez que vous dansiez, non. Je ne sais pas. Un tout petit peu. Elle a dit que vous aimez bien du Amambia. Ah non, il faut danser. Si les gens me regardent, ils vont dire, laissez-la danser. Vous préférez la danse quand même, monsieur Dali Morel? Je ne sais pas chanter, je n'ai pas de voix, je ne sais pas chanter. Ah bon? Non, rien du tout. Je ne sais même pas dire, je ne peux pas chanter. Mimi un petit peu quand même. Si, pouane, allez, pouane. Allons-y comme ça. Elle va massacrer. D'accord. Et vous voulez toujours pas chanter, Madame Dreff, un petit peu? Non, franchement non. J'ai peur qu'il pleuve, je prends la route pour Yaoundé. Franchement, je pense à ma sécurité d'abord. D'accord. Alors, vous pensez quoi de la vie en famille? Mariage, non. On parle très souvent aussi du socle. C'est-à-dire vous, des enfants, un compagnon, oui, un partenaire. Je respecte l'instance mariage, la vie conjugale. Il y a beaucoup, je suis entourée de pas mal de couples mariés, mes amis qui ont des enfants, j'en ai d'autres qui sont divorcés, qui n'ont pas refait leur vie, d'autres qui sont divorcés qui ont refait leur vie. J'ai d'autres amis qui ont choisi, qui sont veufs ou veuves. Il y en a de tout, donc vous savez, quand on arrive à une certaine émancipation, je pense que le bonheur peut être partout. Qu'on soit marié, qu'on soit seul, l'essentiel c'est d'avoir un équilibre mental, d'être bien avec soi-même avant tout. Parce qu'on peut être marié, ne pas être heureux. Tout à fait. Et rester pour les enfants et se battre. Et j'en connais pas mal de couples qui vivent ça et c'est affreux. J'en connais des gens qui vivent seuls et qui sont très bien et qui sont très heureux, qui sont même enviés parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils voyagent quand ils veulent. Et ils ont atteint tellement cet auto-accomplissement de soi-même ou cet équilibre psychologique que on n'a pas besoin vraiment d'une autre personne pour s'accomplir. En fait, l'ironie, c'est qu'on est seul et on meurt seul. Le fait de dire que je dois avoir quelqu'un pour survivre, c'est vraiment... c'est vrai que c'est beau, c'est complémentaire, c'est pour la complémentarité. C'est pas nécessaire. Je pense que c'est vraiment de la faiblesse que de dépendre de quelqu'un. C'est mon avis. Mais bien sûr, c'est des institutions que je respecte et je suis ouverte pour tout. Hein. Donc j'ai des amis qui sont mariés. Mais il y en a qui vous demandent un mariage aussi, quand même, Madame Dreff. Vous êtes une belle femme, pleine de vie. Il y en a qui vous font quand même des propositions. Être une belle femme, c'est comme je vous ai dit avant l'émission, être une belle femme pour moi c'est secondaire. Le physique reste secondaire. Ce qui m'intéresse c'est la beauté de l'âme, ce qui m'intéresse c'est aller vers les autres. Mon bonheur c'est les autres. C'est contribuer, quand je contribue au bonheur au bonheur des femmes entrepreneurs, quand j'aide les orphelins, quand je vais voir des gens malades et quand je fais des caravanes médicales, je soigne les enfants, les nécessiteux, je pense que ça donne plus un sens à ma vie. Il y a des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Ce qui les intéresse, c'est d'amasser le plus d'argent, c'est d'avoir le plus de femmes, c'est d'avoir le plus d'hommes. Collectionner, c'est leur plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de donner aux autres. D'accord. Et vous alors, Madame Chico? Disons que tout dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. Quand j'étais jeune, personne n'aurait parié un copec sur moi pour le mariage parce que j'ai toujours été une forte tête. À 16 ans, j'ai été la première présidente d'une coopérative scolaire d'un établissement mixte du Cameroun. Et donc j'ai toujours été une forte tête. Même mon père, il en avait peur. Il avait peur, il se disait... comme on prend la dot, lui il n'a jamais pensé à la dot parce qu'il savait que j'allais revenir. Et j'ai été la première surprise moi-même à autant aimer le mariage.
En fait, je pense que c'est ce que je disais. Ça part du fait que j'ai vu beaucoup d'échecs autour de moi. C'est-à-dire que les divorces, pour un oui ou pour un non, on a divorcé. Il y a des gens, il faut divorcer. Mais il y a d'autres qui divorcent vraiment juste pour le plaisir de divorcer. Ouais. Le mariage... À quel moment on devrait divorcer alors? Jusqu'on devrait plutôt supporter, je ne sais pas. Non, chacun... Il n'y a pas un supportimètre. Voilà, il n'y a pas quelque chose pour, supporter. Quel conseil vous donnerez donc au couple? Ah ben, moi j'étais contre quand elle voulait divorcer, j'étais contre. Ouais. Mais bon, moi j'étais contre parce que je sais ce qu'elle a donné dans ce couple. Et je me demandais, est-ce qu'elle va se relever? Est-ce qu'elle va y aller toute seule? Est-ce qu'elle va... Elle a tout donné. Mais elle a recommencé. Elle a traversé des étapes, je ne suis pas sûre que je pourrais les traverser. Encore que j'ai commencé par les traverser. Donc, le mariage pour moi n'est pas qu'une institution. Le mariage pour moi, c'est vraiment une complémentarité. Hein. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime vivre seul. D'ailleurs, c'est pour ça que je voyage tout le temps. Je suis tout le temps à travers le monde. Parce que quand j'ai vécu avec M. Chico 2 semaines, 3 semaines dans la même maison, après j'ai envie de partir. Il faut que je m'aère, il faut que je change un peu d'air. Je change d'air, mais c'est pas pour dire que je vais aller voir ailleurs, non. Mais le meilleur moment, c'est quand on se retrouve et là, on a quelque chose de particulier. Hein. Monsieur Chico et moi avons la même passion. C'est laquelle? C'est le boulot. Le boulot. Et je vous assure qu'on parle boulot au boulot. Boulot dans le lit, oh boulot à table. Oh là là. À un moment donné, oh là là. Je lui dis, oh, stop. Une fois que je lui ai dit, oh, stop, et après c'est moi qui reprends, je dis, hey, tu sais qu'il y a l'autre chose? Il dit, oh, stop. Donc, en fait, c'est ce genre de couple-là que nous formons. Et je suis déjà grand-mère. Hein. Ben, félicitations, madame. Merci. Ah oui, elle est fière de l'être. Elle est si fière de l'être. Je suis fière de l'être, mon fils. C'est magnifique, oui. Je leur ai appris la responsabilité. À 19 ans, sa petite amie s'est retrouvée enceinte, tous les deux 19 ans. Ben, je leur ai dit, écoutez, si vous ne voulez pas d'avortement, ben, dans ce cas, vous continuez l'école. Moi, je vais m'occuper de tout. Tout ce que je veux, c'est que vous continuez d'abord l'école. Hein. Le deal est là, vous continuez. Je vous ai dit, ma vie, c'est un deal. Vous continuez l'école, moi je m'occupe. Et mon petit-fils, c'est un amour. C'est un amour. Avoir un petit-fils, ça fait quoi? Ça change? Non, c'est plus, comment je dirais, c'est plus exaltant que d'avoir un enfant. D'accord. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Ah, oui. Et voilà, fille unique et tout. Oui, moi j'ai deux petits-fils. Deux petits-fils. Alors, vous avez divorcé, Ced, mais après, quand même, actuellement, vous êtes une femme, un cœur à prendre. Un cœur... Non, il faut laisser ma grande soeur. Hein. C'est une dernière question quand même, Chico, c'est fini. Regardez comme ils nous font les grands signes là-bas. Allez, pour sortir, madame. Dis-nous quand même. Un cœur à prendre, un cœur déjà pris. Ne regardez pas, madame Chico. Dis-nous. Je ne regarde même pas de arrêtez de la regarder. Je la regarde même pas. Oui, dites-moi. Un cœur déjà pris. Un cœur déjà pris. Bah ouais. D'accord. Alors, madame, on va sortir. Il y a plus assez de temps. Un message, vraiment en quelques mots, qu'est-ce qu'on retient? S'il vous plaît, les hommes peuvent supporter qu'est-ce qu'on retient. Le message que vous envoyez aux femmes. Donc, on peut donc concilier les deux. À la fois, on peut être chef d'entreprise, avoir une vie bien posée. Définir son bonheur, que ce soit dans le travail, ou en famille, dans les voyages et autres. Qu'est-ce que vous leur dites donc à ces jeunes femmes qui nous regardent pour sortir? Voilà votre caméra. Moi, je dis, comme je dis, la femme, c'est un manager né. Moi, j'étais un manager né. Depuis la tendre enfance, je disais tout à l'heure en off, les petites filles, elles sont initiées au management. Donc, il ne faut pas que les filles de femmes se laissent mentir qu'elles ne peuvent pas être des grands chefs d'entreprise. Mais on peut manager à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce qui compte, c'est le bon travail. Le bon travail, parce que j'ai toujours dit, après Dieu, c'est le travail. D'accord. Cyrine Dreyf. En quelques mots. Alors pour moi, je dirais aux femmes, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas impressionner, n'ayez pas peur de relever des défis, soyez résilients, persévérants, ayez confiance en vous, vous réussirez. Merci Madame Chico. Eh ben, je pense que les deux ont dit, en fait, c'est juste résilience,
beaucoup de compréhension, beaucoup de féminité, parce que c'est pas parce qu'on prend un métier, beaucoup de féminité, mais surtout beaucoup de courage. Tombez, mais relevez-vous. Même si vous tombez 100 fois, relevez-vous 200 fois. Merci à vous, mesdames. La plupart des messages, ils vous admirent. Il y a un qui a demandé s'il peut envoyer le CV. Des CV, parce qu'on a quand même le chef d'entreprise. Tout le monde demande, Julie, je peux envoyer mon CV, je peux envoyer mon CV. Ils peuvent envoyer le CV ou pas, mesdames, répondez alors avant que je ne sorte. Ils peuvent envoyer le CV ou pas. Why not? And you? What do you say about it? Oui? Moi, c'est trop technique et je ne peux pas leur donner d'espoir. Merci à toutes à vous, mesdames. Merci à vous, madame Lucas aussi. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Ça va très vite. Hein. Merci à vous, Céline Bref. Vous reviendrez avec grand plaisir quand même. Sûr, vous reviendrez. Oui. Madame Chico, c'est un plaisir. Cette fois-ci, sûr. Madame Bref, ne vous levez pas. C'est pas fini, je vous en prie. Alors, je vous rappelle vite fait la rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. Merci à la grande équipe conduite par Danny Warren. Jeudi, on se retrouve mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Tout si tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret by the God of Quality, Africa Group. Africa's beauty.